Donc pour un générateur de courant, le R de sortie égale l'infini. Donc ça c'est le cas idéal. Et réel, c'est de l'ordre de 10 mégomes. D'accord. Enfin c'est, mettons, supérieur ou égal à 10 mégomes. Et pour un générateur de tension, le R de sortie est égal à 0, donc cas idéal. Et le R réel est inférieur ou égal à 50 ohms. Ok. Voilà, donc ça, faut que vous le reteniez. D'accord. Alors, donc ce que je vous... Ah oui, donc si vous attaquez à des calculs de ce truc-là, cherche... Alors, typiquement, le temps de chercher, donc ce que je vous disais, c'est que le moment où vous apprenez, c'est le moment où vous cherchez. Parce que c'est là où votre cerveau cherche des hypothèses, s'appuie sur ce que vous cherchez, sur ce que vous savez. Et là, c'est là que vous mûrissez et que vous apprenez des choses. Si l'exercice est trop facile pour vous, vous allez directement à la réponse, vous n'apprenez rien. Si l'exercice est trop dur pour vous, vous n'apprenez rien parce que vous tapez contre un mur. L'exercice au bon niveau qui vous fait chercher, c'est celui-là qui vous fait apprendre des choses. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut qu'il soit bien calibré pour vous. Donc, cellule photovoltaïque utilisée en source de tension. Régime linéarisé. Donc, c'est les fameuses cellules photovoltaïques qu'on installe sur votre toit. Donc, ils sont aussi contestés parce que le problème de ces cellules photovoltaïques, c'est qu'effectivement, c'est magique, ça vous rend du soleil et puis le soleil vous donne de l'énergie. Alors, le soleil, ça tape. Alors, je crois que c'est à peu près 500 watts par mètre carré en permanence. Donc, je vous dis, c'est génial de le récupérer. Alors le problème déjà, c'est que pour faire une cellule photovoltaïque en silicium, on fait ce qu'on appelle les jonctions PN. Donc les jonctions PN, ça marche comment? C'est que le soleil vous crée des électrons, il vous crée des porteurs. La jonction PN, ça crée un champ électrique dans le silicium, et puis l'électron, il est créé par le soleil, et blam, il y a un champ électrique qui l'embarque. Donc ça, c'est le principe. Le problème pour faire des jonctions PN, c'est que le silicium, il faut le chauffer vers 1000 degrés pour que ça marche. Et 1000 degrés, ben, c'est chaud. Donc chauffer à 1000 degrés, ça veut dire injecter de l'énergie dedans. Et la question, c'est combien de temps je mets pour récupérer en énergie les 1000 degrés que j'ai mis pour chauffer. Les premiers panneaux solaires, en fait, sur la durée de vie du panneau, vous récupériez à peine ce que vous avez mis pour chauffer. Donc le rendement écologique était à peu près nul. Maintenant, on gagne un petit peu là-dessus. Alors, le deuxième problème des panneaux solaires qu'on avait en silicium, c'est que il se trouve que contrairement à ce qu'on pensait, là où c'était le plus efficace pour créer des électrons porteurs, c'était dans des longueurs d'onde qui étaient dans l'infrarouge. Alors pour des raisons techniques, le silicium marche bien dans l'infrarouge, mais vous savez que le problème, c'est que l'infrarouge, c'est des bandes de lumière où on a déjà plus grand-chose, parce que l'atmosphère filtre énormément, et dans l'infrarouge, on a déjà plus grand-chose, parce qu'on est au maximum dans le visible. Bon. Dans l'infrarouge, on a déjà plus grand-chose, ce qui fait que les panneaux ont un rendement, même actuellement, on ne dépasse pas tellement 20% de rendement. Donc on n'a que 20% de l'énergie visible qui est récupérée vraiment par le panneau. Donc les panneaux, les meilleurs, ils ont 20% de rendement. Bon, avec d'autres techniques, etc. Donc on n'arrive pas tellement à mieux que ça. Enfin, dans l'idée, ça, c'est pas mal quand même. Alors, là où ils ont beaucoup gagné sur le silicium, c'est pas tellement sur l'énergie pour le faire, parce que ça, on est toujours obligé de chauffer. Par contre, ils ont beaucoup gagné sur le temps de vie des panneaux. Donc actuellement, ça devient beaucoup plus intéressant de mettre des panneaux solaires. Quand il y a du soleil, ça, chez nous, c'est pas très très intéressant. Donc la caractéristique de ce truc-là, ça ressemble à ça. Et en fait, ce qui est très différent par rapport à une résistance bête, c'est que vous voyez que en gros, l'impédance de sortie dépend de la tension que vous mettez dessus. C'est pas du tout un système qui va avoir une résistance constante, une impédance de sortie constante. Donc c'est beaucoup plus compliqué et c'est là qu'intervient le système ce qu'on appelle le point de fonctionnement. C'est-à-dire qu'en gros, en fonction de l'éclairage qu'il y a sur votre truc, ça devient soit une source de tension, soit une source de courant. Donc c'est un peu compliqué et ça fait que quand vous le mettez dans un circuit pour chez vous, par exemple, vous êtes obligé de mettre une électronique derrière pour le réguler. Sinon, vous foutez le bordel dans votre circuit.
Alors, combien vaut la force électromotrice de ma cellule en circuit ouvert? Donc la cellule en circuit ouvert, elle vous donne ça. D'accord? C'est-à-dire, je mets une cellule en circuit ouvert, je mets un voltmètre derrière. Alors un voltmètre, il a une résistance quasiment infinie. D'accord? C'est ce que vous avez vu en cours. Donc c'est comme un circuit ouvert. D'accord? Un voltmètre, c'est je mets ma cellule ici. Alors une cellule, c'est représenté comme ça, c'est une diode. Bon, on s'en fout, hein, c'est représenté comme ça c'est. Puis je mets ici un voltmètre. Alors le voltmètre, on peut le représenter comme ça. C'est un voltmètre idéal. Et puis ici, je mets une résistance. Donc là, j'ai un voltmètre idéal. Et là, j'ai une résistance qu'on va dire, allez, ce qu'on a dit tout à l'heure, est très grande devant 10 mégohms. Eh bien, en fait, c'est comme si c'était un circuit ouvert. Okay. Et ça, c'est à peu près équivalent à ça. Circuit ouvert. Donc, je peux considérer que la caractéristique que j'ai là, c'est celle de la diode en circuit ouvert. Alors, en fait, on verra que dans le début de la courbe, c'est pas forcément vrai. Donc, à ce moment-là, on lit directement. Le graphe nous donne directement la force électromotrice. D'accord? Donc lui, il varie entre 0 et 9 volts. Okay. En fait, concrètement, on les met en série, hein, les trucs comme ça. C'est pour ça que vous en avez plein. C'est les grandes surfaces, on les met en série. Alors, si la résistance était constante, pour R constante, on aurait une caractéristique qui ressemblerait à ça. Là, j'aurais I. Là, j'aurais U. Oui, parce que il faut voir, c'est que essentiellement, la résistance interne de cette source de tension, c'est la pente de la droite. Okay. Donc là, j'ai une pente qui est comme ça. Si j'avais une R qui était constante, j'aurais le même point d'arrivée et le même point de départ, sauf qu'ici, j'aurais une droite. D'accord? Là, ça correspond à R constante. Okay. Et là, je peux très facilement calculer la pente, parce que R, c'est égal à 9 moins 0. Alors c'est U sur I, c'est ça. Sur 0 moins 17, c'est ça. C'est égal à moins 9 sur 17. En gros 0,5 ohms. 9 sur 18, je suis un peu con. Ok. Et donc l'équation, la caractéristique courant tension, c'est I est égal au départ à 17 moins 0,5 fois I. Alors j'ai évidemment fait une connerie parce que j'ai oublié de mettre 100 milliampères. Donc c'est 500 ohms.
fois I, ça me donne... Oh. C'est pas beau. Ok, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Excusez-moi, monsieur, vous pouvez écrire plus gros, on voit pas. Ah, je peux écrire plus gros. Vous voulez que je refasse toute cette partie sur une page? Je refais tout le bas sur une autre page si vous voulez. Hein, je vais tout refaire sur une autre page. Alors. Il y a quelque chose que j'ai pas compris dans le cours. Ça correspond à quoi l'IS? Ben là, il faut que je vois le cours parce que je sais pas ce qu'elle appelle yes. Donc. Donc ça, la caractéristique pour R constant, c'est un truc comme ça. Ok, l'équation. C'est 9. Voilà. Alors là, il faut que je le mette, si je me mets dans ces unités-là, il faut que je le mette. Si je veux rester en milliampères, il faut que je reste 0,5. Est-ce que vous arrivez à lire là, c'est bon? Toujours pas? Alors, je vais écrire encore plus gros. Donc, on va calculer d'abord la pente. D'accord? La pente. D'accord? La pente, c'est YK moins YB sur XA moins XB. D'accord? Donc, YB moins YK, c'est 0 moins Y. C'est YB moins YA. Donc c'est 0 ici, d'accord. Moins 17. Mais attention, il y a un facteur 10 moins 3 parce que c'est en milliampères. Ouais. En fait, on avait écrit 9 moins 0. Ouais, parce que j'ai calculé l'inverse tout à l'heure. Donc moins 17, 10 moins 3 sur XB moins XA. Donc ça me fait 9 moins 0. D'accord. Et ça me fait de l'ordre de moins 2000. D'accord. Parce que 17, vu que c'est 18, 18 divisé par 9, ça fait 2, ça fait 2000. Ok. Je fais une bêtise, attendez. Oui, non, c'est faux ça. Moins 2, 10, moins 3. C'est comme ça va mieux.
phrase où ils disent d'après le graphe dans le domaine I inférieur ou égal à 7 milliampères, on peut approximer I de E. On s'en sert pas? Là, on est sur la 3, hein, calculer la pente. Donc, l'équation vous donne I est égal à 17 moins 2, 10 moins 3, V en milliampères. Voilà. Alors, est-ce que ce coup-ci, c'est bon? C'est pas en ampère? Non, ça me le sort en milliampères parce que j'ai gardé un 2, 10 moins 3 là. Ah oui. Donc ça me le sort bien en milliampères. C'est un U. Monsieur, c'est les entre crochets, c'est RA. Là, entre crochets, là? Ouais. Là? Ouais. C'est des milliampères, ça, c'est l'unité. Si j'applique cette formule-là, ça me donne le résultat en milliampères. Est-ce que tout le monde est content avec ça? Ouais, mademoiselle. Pourquoi on met après moins 2 fois 10 moins 3? Bah, c'est une application linéaire. C'est-à-dire que ça, c'est la pente de cette droite. D'accord? Donc si vous avez une droite, une fonction affine, vous partez du point à l'origine et vous enlevez moins 2 moins AB, c'est y égale ax plus b plus y0. Donc l'équation 17. C'est quelque chose qui est de la forme y égale y0 plus ax. Excusez-moi, monsieur, il est passé dans l'équation finale qui est le 9 moins 0. Attendez, je corrige ça, c'est un y0, on est bien d'accord. Oui, pardon? Il est passé où le 9 moins 0 dans l'équation Le 9, moins 0. là, il me sert à calculer, j'ai 17, 10 moins 3 divisé par 9, 0, ça me sert à calculer la pente, là. Ah, c'est ça la réponse? Ça, divisé par 9 moins 0, ça donne ça. Encore des questions là-dessus? Vous aviez fait ça, vous? 17, c'est ça. Alors, pour ceux qui ont réussi à faire ça, je vous pose une question. La vraie résistance interne, la vraie, hein, pas celle qu'on vient de calculer, elle est forte ici ou ici? Hein? Là? Alors, comment vous argumentez ça? En fait, je ne sais pas si on peut considérer le dipôle comme comique. Du coup, R égale U sur I. Donc, on voit que la partie droite, U c'est grand et I c'est petit. Donc, le quotient, ça va être un truc grand. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, R, essentiellement, R c'est du sur di. Donc, c'est essentiellement la pente. D'accord, c'est la pente. Donc, effectivement, là, j'ai une résistance très forte. Là, j'ai une résistance très faible. Ok, là, elle est quasiment nulle au départ. Bien, vous avez compris ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle une application linéaire tangente par là. Et on va dire que par là, pourquoi vous voudriez, c'est-à-dire un truc évident, on va regarder ce qui se passe. Ce truc-là,
je dis que ce truc-là, je vais pouvoir l'approximer par ça. À peu près. Non, pas par ça, excusez-moi. Par ça. D'accord? Par une droite qui est tangente à ce machin-là. Alors c'est pas trop con parce que vous verrez quand vous faites du développement limité, c'est le premier ordre du développement limité, ça. Si vous rajoutez un terme qui est en dérivé, vous allez un peu plus plaquer le truc parce que si je vous fais un grossissement de ce machin, la maison de reculant devant aucun sacrifice, hop, hop, je vais vous faire un grossissement de ça. Mon truc il atterrit comme ça, je vais exagérer, hein, d'accord? Et moi je fais un truc qui est tangent. Vous voyez, l'erreur que je fais, elle est là. Ça c'est l'erreur que je fais en gros, d'accord? Ça c'est tout droit mon trait rouge, d'accord? Et bien ça c'est le premier terme, d'accord? Le deuxième terme, ça sera un terme en dérivé de la dérivée serait le deuxième terme, et le dérivé il m'introduit la courbure, d'accord? Donc il me rattrape un petit peu ça. Le terme en dérivé, c'est la courbure. Donc le terme à l'ordre 0, c'est ce qui est droit. Je fais une erreur assez grande. Et le terme en dérivé, il m'introduit de la courbure. Donc il me rattrape la courbure. Et si je rajoute des termes comme ça, ben, je corrige de plus en plus. Okay, donc le premier terme, c'est le terme tangent. On dit qu'on peut linéariser la fonction, ouais, bon, mais ça c'est trivial. Alors on peut linéariser tant que ça se passe bien par là. Hein. Si vous avez une fonction qui commence à partir dans les choux, dans tous les sens, on ne peut pas le faire. Alors, en déduire la résistance interne R de la cellule à cet endroit-là. Ouais, on va le faire, hein. Ça c'est pas si compliqué. C'est graphique ça, par contre. C'est graphique, on vous demande de le faire graphiquement. Donc si je fais un truc graphique, alors on va regarder. Donc je vais essayer de vous faire un truc pas trop merdique. Graphiquement, ils disent de faire ça entre quoi et quoi déjà? Dans I plus petit que 7 mA, c'est quoi ce bordel? Non, U plus grand que 8,2, ouais c'est ça. Ouais c'est ça. Donc si on regarde graphiquement, en fait ça revient à faire un truc comme ça. Donc ma courbe elle fait ça. Et moi je vais faire ça. D'accord? Alors là, essentiellement, donc je pars par définition, hein, ils me disent de partir de 8,2 hein, jusqu'à 9. Ça, c'est eux qui me disent de faire ça, hein, donc j'ai pas le choix. Et si je regarde, alors là, il faut que je trace un peu à la main, sinon ça marche pas quand même mon affaire. Faut que je trace la droite, hein, sinon j'y arriverai pas. Donc je trace une droite tangente là. C'est là qu'il faut le faire un peu à l'aspiration quand même. Enfin, on va dire que ça marche pas trop mal. Ouais, elle va un peu loin quand même là, parce que je trouve que là on se plante quand même pas mal. Hein, bon. À 8,2 vous trouvez 10. D'accord? À 8,2 là votre droite elle s'arrête à 10 à peu près. Alors que là la courbe elle s'arrête vers... la courbe elle s'arrête vers 8. Donc là, je trouve qu'on trace un petit peu loin quand même parce que vous voyez, vous commencez à avoir un grand écart entre la courbe et la tangente. Hein, donc c'est un peu limite de faire l'application aussi loin. Quoi. Et vous trouvez que R est égal à 10, 10 moins 0 sur 9 moins 8,2. Et c'est égal à 10 sur 0,8. Ça fait, je sais pas, moi je vais calculer. Vous trouvez qu'elle fait 12,5 ohms. Je coupe le son, excusez-moi.
Voilà. Est-ce que vous avez compris le principe de cette application tangente? 10, ça correspond à quoi? Hein? 10, ça correspond à quoi? Bah 10, ça correspond au fait que si vous tracez une tangente à la courbe, que vous montez, que vous montez, que vous montez, vous regardez, on a décidé on a décidé de considérer que c'est linéaire entre 8,2 et 9. Ça, c'est si vous dites dans l'énoncé. Donc, vous tracez une tangente à la courbe sur la fin de la courbe, hein, comme ça. Vous tracez tout droit et vous regardez en 8,2 ce que ça donne. Parce que vous considérez que c'est linéaire entre 8,2 et 9. Moi, je l'ai fait à l'arrache, hein, donc c'est peut-être pas ça. Et vous trouvez que ça vous fait 10 en 8,2, à peu près. Alors là où je dis qu'on n'est pas très bon quand même, qu'on exagère un peu la technique, c'est que si vous regardez ce que fait la courbe, la vraie courbe en 8,2, elle fait 8. Donc on considère que c'est tangent, alors qu'en 8,2, on a 8 sur la vraie courbe et 10 sur la courbe tangente. Donc on s'est déjà largement écarté de la vraie courbe en faisant ça. Et ça, c'est pas tout à fait vrai. On aurait dû s'arrêter peut-être à 8,5 ou quelque chose comme ça. Là, on aurait été quand même plus près de la vraie courbe. Là, on est déjà vraiment loin de la vraie courbe. Ouais. Moi, ben ça, vous le regarderez, mais ça, vous le regarderez en détail. Mais je pense que c'est quand même déjà assez loin de la vraie courbe. Ce qui pose quand même un petit problème. Ah ouais, non, mais je suis complètement à la masse. Et je crois que c'est tout ce qu'il demandait pour cet exercice. Ah oui, et donc la question 5, c'est celle qu'on a résolue ensemble tout à l'heure. Donc si vous regardez la question 5, en fait, si on trace la résistance interne en fonction de U, donc je vous rappelle que la résistance, c'est DU sur DI. Autrement dit, la résistance interne, c'est la dérivée de la courbe. Et donc, plus ma résistance interne est plate, plus la résistance interne est plate, plus la résistance est faible. Okay. Alors attention, je dis bien que c'est des U sur des I, parce que U égale RI. Là, on vous trace des I sur des U. On trace l'inverse. Donc, il faut faire très attention. Okay. Donc là, au début, vous avez une courbe qui est plate. Donc, ça veut dire que l'inverse, c'est une courbe qui va diverger. Donc, au début de la courbe, la résistance est très forte. À la fin de la courbe, vous avez une résistance qui, au contraire, est quasiment verticale. Donc, c'est une résistance qui est très faible. D'accord ? Donc, elle va être, au contraire, très forte. Je dis une bêtise, là. Non, très faible, en bas. D'accord ? Donc, je pars d'une résistance qui est très, très faible. Et ici, alors là, comme elle tend vers 0, elle diverge quasiment ma résistance. D'accord ? Alors, entre les deux, ce qu'elle fait, c'est qu'en fait, elle a un moment où elle descend tout doucement. Puis, vous voyez, quand on arrive dans le coude, elle se met à descendre très fortement. Puis, elle arrive comme ça. Donc, je pense qu'elle fait... Alors, c'est pas garanti, il faudrait le tracer parce que je suis pas... Mais elle doit descendre tout doucement. Puis, tout d'un coup, faire un saut. Faire un truc comme ça, je pense. Un truc comme ça. Mmh. J'entends pas ce que vous me dites. Parce que vous avez eu qui est égal à RI. Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça?
ben vous avez U qui est égal à F de I. Donc vous avez DU sur DI. Qui est égal à R. Je ne vois pas où est votre problème. Après, on met pas de DR. Si on met D partout, on va mettre aussi DR. Non mais R est constant. Ah oui, vous voulez savoir pourquoi on différencie pas le R, c'est ça votre question? Non, c'est pourquoi on différencie là et que dans les autres courbes, on l'a pas fait. Les autres courbes, on n'a pas différencié le U. On n'a pas différencié l'égalité du coup. Dans les autres courbes. Pourquoi là on le fait? Vous pouvez me préciser dans quelle courbe et dans quel machin on n'a pas différencié? Dans les questions 1, 2, 3 et 4, on a la courbe et on n'a pas de... Différencié dans les autres courbes. Non, la question c'est pourquoi on le différencie quand même. Ben parce qu'on cherche à savoir la résistance interne. La résistance interne, c'est la pente de ma courbe. Les autres fois, on ne cherchait pas la pente de la courbe, donc on ne l'a pas fait. Si vous regardez les questions d'avant, à aucun moment on avait besoin de la résistance de la pente de la courbe. Si à un moment on avait besoin, non même pas, on n'a jamais parlé. D'accord? Bon, voilà ce que c'était que cet exercice quand vous le faites complètement. Ok? Alors là, au fond à droite, ils ont un truc passionnant à faire. Vous êtes sur quoi? Sur votre téléphone ou sur... Bon. Donc, nous allons maintenant faire l'exercice. C'est lequel là, celui-là? C'est le 7.1. Alors, un qui était rapidement faisable, c'était le... Ça, c'est le K8. Donc P4. Ça y est, je suis encore perdu dans ce merdier là. Ah, le P4. Le P4 est très facile. Donc, c'est sur les puissances. Donc, vous pouvez le faire en 5 minutes. Alors, un des problèmes que vous avez quand vous chauffez de l'eau, et en fait, c'est un problème très général, très important, c'est que l'eau, c'est un liquide qui a une chaleur spécifique phénoménale. Donc quand vous voulez chauffer de l'eau, il faut que vous mettiez de la chaleur à fond. Par exemple, c'est pas le cas quand vous chauffez de l'huile. Si vous chauffez de l'huile, vous vous rendez compte que vous voulez monter de l'huile à 200 degrés pour faire des frites. En fait, vous chauffez assez peu, très vite, vous bouillir de l'huile. De l'alcool, c'est pareil. En fait, quand vous voyez l'alcool tous les jours, mais en fait, il y a peu de chaleur spécifique dans l'alcool. Alors le fait que l'eau ait une chaleur spécifique énorme, c'est dû aux liaisons hydrogènes, c'est-à-dire qu'en fait, les molécules d'eau sont relativement bien attachées. Donc les molécules d'eau sont relativement bien attachées les unes aux autres à cause parce que vous avez un oxygène, deux hydrogènes, et les hydrogènes, ceux-là vont se raccrocher à l'oxygène d'à côté parce qu'on appelle les liaisons hydrogènes, et c'est assez costaud ça, ce qui fait que l'eau a du mal à s'évaporer. Mais c'est vraiment fort, hein, donc, la liaison hydrogène. C'est vachement important pour la vie sur Terre parce que c'est ce qui fait que l'eau est un très très bon réservoir thermique. Et vous pouvez rajouter de la chaleur avant qu'elle s'évapore. Alors c'est pour ça qu'on s'en sert pour tout ce qui est réservoir thermique. Par exemple, dans une voiture, l'eau c'est vraiment un très bon truc parce que ça a deux propriétés. Ça transporte très bien la chaleur et ça a une grosse réservoir thermique. Alors quand les gens ils vous disent vous avez qu'à mettre de l'azote comme dans votre voiture, ça ira bien mieux, mais non, ça ira bien plus mal. Parce que vous êtes plus froid, ça c'est sûr, vous conduisez la chaleur plutôt moins bien et vous avez très peu de chaleur spécifique. Pour stocker de l'eau, de la chaleur, c'est très mauvais. Et ça a une deuxième propriété qui est vachement importante, c'est que l'eau, c'est ce qui donne le climat sur Terre, bien plus que l'air. Parce que l'eau, c'est ce qui vous donne un réservoir thermique qui fait que l'air va se refroidir sur l'eau, au contraire, se chauffer sur l'eau. Par exemple, le fait qu'on a une température tempérée ici, c'est à cause du machin qui remonte le long des côtes, comment il s'appelle déjà, du Gulf Stream qui remonte le long des côtes. Et qui est avant chaud, qui est chaud. Parce que si vous regardez les latitudes, par exemple,
Ça m'a toujours étonné, mais si vous regardez la latitude de New York, on est à peu près sur celle de Bordeaux, je crois, ou un truc comme ça. Ça, c'est vraiment étonnant. Vous regardez celle de Montréal, on va être à celle de Grenoble, ou de Valence, puisqu'on est à Valence ici. Et puis à New York, vous avez 1 mètre de neige tous les hivers. À Montréal, j'en parle pas. Et là, on l'a pas du tout, parce qu'on est protégé par le Gulf Stream. Bon, moi, ça m'irait bien 1 mètre de neige pour skier tous les hivers, mais c'est beaucoup plus froid. Et alors justement, s'il y a un réchauffement climatique, en fait, le Gulf Stream pourrait s'arrêter parce qu'il est dominé par des gradients thermiques, le Gulf Stream. Et en fait, si le Gulf Stream s'arrête à cause du réchauffement climatique, chez nous, il ferait plus froid. Il ferait faire plus chaud. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, c'est des valeurs moyennes. Mais localement, il pourrait faire bien plus froid. Et sûrement que chez nous, sur nos latitudes, à cause du Gulf Stream qui pourrait s'arrêter, en fait, il pourrait faire beaucoup plus froid chez nous qu'actuellement. Et regardez les villes à la même latitude, vous serez vachement étonné de voir qu'en fait on est à la même latitude que des villes où il fait beaucoup plus froid. Et donc le climat est donné essentiellement par les eaux. En fait, voilà. Et alors il y a un autre truc qui n'a rien à voir, mais que je vous signale quand même pour éviter que vous propagiez des erreurs ou que vous faites des sciences. La montée des eaux à cause du réchauffement de la planète, elle est due à quoi à votre avis ? La montée des eaux dont on parle, vous savez, à la télé, on voit toujours des petits oursons et tout seul pour sa banquise sur le mont. Elle est due à quoi, la montée des eaux? Quelque chose avec le CO2, je crois, parce que c'est... Non, mais que ça se réchauffe, c'est le CO2. Mais pourquoi tout d'un coup la mer se met à monter? Ah, effectivement, la réponse que tout le monde fait, c'est la fonte des glaces. Eh ben, c'est une réponse fausse. Parce que le premier facteur, qui compte à peu près pour la moitié, un peu plus de la moitié, c'est la dilatation des eaux. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'eau se dilate. Comme tous les corps. Et le premier facteur qui va faire que l'eau monte, c'est que l'eau se dilate. Elle ne se dilate pas beaucoup, mais sur un volume comme celui des océans, elle dilate suffisamment pour compter pour la moitié de la montée des eaux. Et dans la deuxième moitié qui compte, il y a une grosse moitié qui est due non pas à la fonte de la banquise, mais à la fonte des glaciers terrestres. Parce qu'il y a plus de banquiers terrestres que de glaciers à la banquise. Et en fait, la fonte du glacier sur lequel il y a un petit ours blanc, c'est relativement minoritaire. Donc ça, c'est vraiment de la publicité mensongère, parce que le petit ours blanc, c'est pas lui qui va... C'est pas chez lui que ça va fondre le plus. Enfin, ça va fondre chez lui, mais c'est pas lui qui est responsable de la montée des eaux essentielles. Donc n'oubliez jamais que l'eau est un liquide qui se dilate. D'accord, sur des volumes comme les océans, les gens ne pensent jamais. Voilà, donc l'eau, alors une baignoire, une bouilloire. Donc c'est pour ça que vous avez quand même des choses importantes, c'est que pour ça quand vous faites à manger, et ben, quand vous allez chauffer de l'eau pour vos pâtes, il faut un moment pour que l'eau boue. D'accord. Et ça c'est dû au fait que y a quand même des liaisons hydrogènes et qu'il faut vaincre ces liaisons hydrogènes pour arriver à faire bouillir de l'eau. Et ça prend un petit moment. Okay. Donc c'est ce qu'on va vous faire. Alors, les chiffres, alors la calorie, ça a été défini par rapport à l'eau, puisque vous savez, à l'époque, on définissait tout par rapport à l'eau. C'est-à-dire qu'on avait défini les 100 degrés, la température où l'eau bout, 0 degré, c'était la température où l'eau gèle. Alors il y a un truc de vrai là-dedans, c'est comme c'est les transitions de phase du premier ordre, tant que vous avez coexistence de la glace et de l'eau, vous êtes vraiment à 0 degré. Ça c'est clair, ça ne bouge pas. Enfin, vous êtes à une température fixe, ça ne bouge pas. Le problème, c'est que les gens croyaient que c'était 0 degré. Or, on sait maintenant que ça dépend de la pression. Donc, c'est pas un bon point fixe. Mais c'est à une température fixe, mais qui varie un peu selon la pression. Donc, c'est pas forcément une bonne définition de la température. Alors, voilà. Donc, on n'utilise plus comme référence de température. Oui, voilà. Donc, notre problème de bouilloire. Ah oui, la calorie a été définie comme ça, puisque une calorie, c'est les quantités de chaleur nécessaires pour élever 1 gramme d'eau de 1 degré. Donc la calorie aussi est définie par rapport à ça. Voilà, donc ça c'était la petite introduction à ce que c'est que la flotte. Donc la flotte, c'est le liquide le plus présent sur Terre et c'est en même temps le plus pathologique. Puisque oui, vous savez, ces liaisons hydrogènes, elles ont un autre effet très important, c'est que quand vous faites geler de l'eau, ça se dilate. Alors ça a des effets intéressants, c'est pour ça que vous pouvez faire du ski et du patin à glace, parce qu'en fait,
Quand vous faites du ski et du patin à glace, vous skiez sur l'eau. Parce que votre patin à glace, vous êtes une surface petite, vous appuyez dessus, l'eau fond. Et en fait, vous glissez sur l'eau que vous avez créée sous le patin à glace. Mais c'est le seul cas. Parce que si vous faites geler de l'alcool, ça se contracte. D'accord. Et on a toujours l'impression, quand vous demandez aux gens que quand on va faire geler quelque chose, ça se dilate, c'est faux. L'eau est le seul corps qui a cette propriété. Si vous faites un glaçon d'alcool, il se contracte. Alors, c'est pas tous les jours que vous faites un glaçon d'alcool, mais par contre, c'est vrai que ça se contracte. L'eau dont vous avez l'habitude, c'est le seul corps qui a un comportement inverse. Alors, des fois, quand ils viennent au labo, les gens, je leur fais un glaçon d'alcool ou un glaçon d'azote, bah, ils tombent dans le fond. D'accord. Ils tombent dans le fond, en fait. Ils tombent dans le fond. D'accord. Ouais, vous prenez du whisky, vous faites un glaçon de whisky, il tombe dans le fond. Là, il n'y a pas à tortiller. D'accord. Et ça, c'est dû aux liaisons d'hydrogène. Au moment où vous fermez, ils ont tendance à se repousser, les molécules, non pas à s'attirer. Mais ça marche qu'avec l'eau. D'accord. Voilà, donc l'eau, c'est quand même très très pathologique comme liquide. Allons-y. Le P4. Donc on prend une bouilloire, on va porter 1 litre d'eau à ébullition en un peu plus de 3 minutes. Et il faut dissiper une puissance de 2 kW. Alors 2 kW, c'est typiquement les puissances des plaques à induction que vous achetez. Hein. Plaque à induction un peu haut de gamme, standard, c'est 2 kW. Et 3 minutes, c'est typiquement le temps que vous mettez pour porter votre truc à ébullition. Donc c'est une résistance variable. Bon là c'est pas comme ça. Bon. Quelle résistance R doit-on choisir pour construire cette bouilloire? Bon mais ça c'est la loi d'Ohm, donc vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas faire. Vous avez P qui est égal à U au carré sur R. D'accord. Donc vous avez R qui est égal à U au carré sur P. Et ça vous donne que R est égal à 24 ohms, c'est ça qu'on a dit? Voilà. Boum, R égale 24 ohms. Bon, je vous fais cadeau du 0,2 parce qu'en général, ils ne sont pas précis à ce point dans les gens qui vendent des résistances. Alors maintenant, on a un deuxième petit problème. Un vacancier emporte cette bouilloire dans son camping-car et la branche sur une batterie de force électromotrice UB égale 48. Ah oui, il y a quand même une question subsidiaire que je voulais vous poser, voir si vous avez réfléchi à ce problème. La résistance, je la mets en haut ou en bas de ma bouilloire? Bah, j'ai une bouilloire. Je mets la résistance en haut ou en bas? Pourquoi en bas? Alors, comment elle monte la chaleur? Pourquoi? En fait, c'est ça. Vous avez deux modes de conduction de la chaleur. Enfin, trois. Vous avez essentiellement la conduction, la convection et le rayonnement. Alors, on va oublier le rayonnement parce que c'est complètement négligeable. Vous avez la conduction de la chaleur, donc c'est simplement la chaleur qui se propage juste comme ça. Ça, c'est assez lent. Mais dans de l'eau, ce qui est le plus efficace, c'est la convection. C'est-à-dire que le liquide chaud va monter. C'est simplement c'est les mecs qui sont baignés dans cette baignoire, c'est Archimède, hein, l'eau chaude monte et l'eau froide descend. D'accord. Et puis le cycle continue, parce que quand il arrive en bas, il chauffe encore plus et ça fait des rouleaux de convection comme ça. Et ce qui fait que c'est ça le mécanisme qui va transporter. Alors, si vous mettez votre résistance en haut, et ben finalement vous faites une couche où vous n'avez pas de convection, hein, puisque
c'est chaud en haut, puis c'est froid en bas, ça bouge plus. Hein. Parce que le froid, le chaud, il se tanque en haut, puis c'est fini, parce que comme il est plus léger, il est en haut, il est content. Vous avez plus de la chauffage par conduction vers le bas, et ça prend la vie des rats. Donc il faut mettre la résistance vers le bas. Et en fait, au labo, il y a 40 ans, 50 ans, il y a un mec qui est venu qui avait foutu ses résistances en haut, un fabricant de billard. Vous ne comprenez pas pourquoi ça marchait pas. Effectivement, il faut mettre la résistance en bas. Donc vous avez tous compris cette réponse. Donc j'ai une résistance de 24 ohms. Et alors, il l'emporte en vacances et il le branche sur sa batterie nomade, là. Et il voudrait savoir si ça marche. Alors, ceci dit, il a raison de se poser une première question. C'est l'impédance de sortie de son truc. Parce que quand même, vous avez ici essentiellement un truc qui va ressembler à ça. Donc j'ai une résistance de sortie. Puis j'ai mon chauffage ici. Qui fait 24 ohms. Et j'ai mon RS qui fait de l'ordre de 10 ohms. C'est ça qu'il m'a dit. Alors il a raison de se poser une question, c'est que mon RB, il va pas être tellement petit devant le résistant de chauffage. Donc ça, on va en parler tout à l'heure. Il me dit quelle sera la puissance de chauffe PV. Alors, si on est dans le cas, si RB est très petit devant la résistance devant R, je peux supposer ça, à ce moment-là, U appliqué à R est égal à 48 volts et P est égal à 48 au carré sur 24. C'est égal à, je vais vous dire ça tout de suite, j'ai pas eu le temps de dégainer la fille. 95 watts. Moi, ça me paraît raisonnable parce que vous... Hein? Voilà, on va mettre que 0,2 égale 1. Et ça ira bien. Je vous le laisse, il y en a un peu plus, je vous le laisse. Donc on est passé de 2 kW à 95, donc vous voyez qu'on a perdu un sacré truc. Alors c'est normal parce que le problème c'est que c'est dans des carrés tout ce bordel. Hein. Donc dans des carrés, dès que vous en perdez un peu, blam, ça va vite. Oui? Ah ouais, bruit d'eau. Putain, c'est des trucs à la con. Voilà. Donc comme c'est des carrés, dès que vous en perdez un petit peu, ça va vite. Alors, ceci étant dit, la situation est pire que ça en fait. Si on prend en compte la résistance RB. Donc si on prend en compte la résistance RB, ben là on va avoir un problème un petit peu plus compliqué. Parce que là j'ai à nouveau alors des fois j'écris grand RB, des fois j'écris petit RB. Bon bref. Puis là j'ai mon R. Ok. Et là, à ce moment-là, ce que j'obtiens, c'est que la tension UR, c'est égal à l'appeler comment ce truc-là? Ouais, on va l'appeler E, cette force-là. C'est égal à E, facteur de grand R, sur RB plus grand R. Et vous voyez que ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est quand on considère que RB est très petit devant grand R, en fait, on simplifie ce terme et on l'enlève et ça nous fait bien UR égale grand E est égal à 48 volts.
Là, je garde en compte mon petit RB et mon grand R. Et je vais remplacer ça dans tous mes trucs. En particulier, je vais tenir compte de ça dans mon calcul de la puissance, etc. etc. Donc, ma puissance, elle devient quoi? P, c'est toujours UR au carré P, c'est toujours UR au carré sur R. Ça, ma foi, c'est toujours vrai. Et faites attention parce que ce R-là, c'est celui qui dissipe ma puissance. Donc, c'est bien R. C'est pas R renormalisé par RB. On est bien d'accord. Et donc, j'obtiens que P c'est égal à E. D'accord? Donc, UR au carré, ça me fait... alors, j'ai le 1 sur R qui va rester. Et UR au carré. Donc, j'ai un carré qui arrive là. Et UR au carré, j'ai R au carré. Ce petit RB plus R au carré. Pourquoi on a mis au carré là? Parce que j'ai UR au carré dans la formule. Pourquoi on a mis le carré sur E alors? Parce que UR, c'est E fois R sur RB plus R. Vous êtes d'accord avec moi? Et la puissance, c'est R au carré sur R. Donc si je prends UR, je veux un E qui devient au carré ici. Ah, ok, C'est bon? Est-ce que tout le monde suit les petites aventures là? Alors je vous rappelle qu'au-dessus, on va marquer ça ici. Au-dessus, on a P qui est égal à E au carré sur R au carré. C'est ça qu'on avait ici. Et donc si je remets tout ça dans l'ordre, d'accord, on va ranger un peu nos petits. P est égal à E au carré multiplié par R non, on peut simplifier, mais il y a un truc qui merde quelque part. Là, j'ai un problème, parce que j'ai P qui est égal à E sur R au carré. Ça, c'est juste. Ça, c'est juste. On fait bien E au carré, 1 sur R. Ah non, mais c'est juste, excusez-moi. C'est juste fois RB plus R au carré.
Et voilà le résultat que vous obtenez. Ok. Alors, ce que vous voyez, c'est que si vous avez un développement dans lequel RB est très petit devant grand R, vous voyez que ce terme-là s'en va et vous trouvez grand R sur grand R carré, ça vous fait 1 sur grand R, vous retrouvez exactement ce résultat-là. D'accord? Il m'en manque un quelque part, ça que vous me dites. 2 sur R, ça c'est bon. Oui, non, parce que là, j'ai mis un carré de trop, là, c'est pour ça. Là, il y a un carré de trop. Voilà, donc là, on a le calcul complet de la résistance avec un RB qui n'est pas négligeable. Alors, ce qu'on voit quand même, c'est que si vous avez RB qui est égal à la moitié de R, ce qui est à peu près le cas ici, d'accord ? En fait, vous êtes très inefficace parce que ce que vous faites, c'est que la moitié de votre puissance que vous mettez, la moitié de la puissance que vous mettez, elle part à chauffer l'air. D'accord ? Et c'est seulement la moitié de la puissance que vous mettez qui part à chauffer l'eau. D'accord ? Donc, quand vous avez un système comme ça, vous avez intérêt à vraiment faire attention à l'impédance de sortie que vous mettez. Parce que si l'impédance de sortie va directement gouverner la quantité de chaleur qui est utilisée par votre système. D'autant plus que vous êtes dans des systèmes où ce qui compte, c'est le carré de la tension, le carré de la résistance. Donc là, ça devient très vite dramatique, parce que là, vous voyez que vous avez des systèmes où vous avez un RB plus R au carré qui va intervenir ici. Okay. Donc vous avez deux choses qui interviennent, c'est la force électromotrice au carré et la différence des impédances de sortie qui est au carré. Ici. D'accord ? Voilà, donc ça c'était la conclusion. Ok ? Pour la semaine prochaine, vous me préparez les C3, P1 et P3. D'accord ? Je vous le dis pour tout le monde. Donc les C3... C'est marqué au tableau. Oui. Excusez-moi, moi, les TP de méca, je vous ai envoyé par email. Moi. Ouais, j'ai reçu un truc. Ouais. Alors évitez de faire ça quand même, parce qu'après vous en Désolé, parce que je me suis dit le dernier délai c'est même mercredi, mais vous n'êtes pas là mercredi, je me suis dit autant envoyer par email. Ouais, non, mais ce qui est chiant, c'est que j'en ai 20 qui font ça, après j'en ai 20. Ouais, d'accord, désolé. Non, mais c'est pas grave. Mademoiselle. Un truc que j'ai pas compris, d'où ça vient la formule de celle-là. Ça, c'est la formule du diviseur de tension. Quand vous avez... Mais c'est quoi ça en fait ? C'est un générateur de tension. Parfait, Ah, ok. d'accord ? Vous calculez E, vous allez calculer R. Pardon, UR, U grand R, U petit r. Et vous allez calculer le rapport des deux. Et on applique ? Ça, on a fait en cours, ça. Ah ok, d'accord. Vous essayez de le faire, si vous n'y arrivez pas, vous venez me voir. C'est fait en cours, c'est fait en exo, ça. Regardez, diviseur, tension. Regarde, c'est fait dans le cours, c'est fait en exo, sinon c'est fait sur internet, c'est fait partout. Vous essayez de chercher par vous-même, si vous n'y arrivez pas, vous venez me voir. D'accord ? Du coup, je vais noter le...